C'est à toi. Let's go. Donc du coup, merci beaucoup Juliette, merci beaucoup les decks de nous donner effectivement ce temps de parole. Rapidement, donc Dreamcatcher Sales, je suis un des 3 fondateurs de Dreamcatcher Sales. On est une agence de business développeurs. On est spécialisé particulièrement dans l'innovation, en tout cas dans tout ce qui est digital. On vient créer ou renforcer des forces commerciales pour les startups, scale-up et les grands comptes. Et aujourd'hui, en fait, je vais échanger avec vous, c'est tout ce qu'on a fait, nous et plusieurs de nos clients, depuis le début du confinement jusqu'à maintenant en matière de prospection. On va voir qu'effectivement, il y a eu énormément d'évolutions depuis l'annonce du confinement, voire en fait en réalité un petit peu avant. On a vu qu'il y avait différentes façons de prospecter parce que différents engagements de la part des grands comptes ou pas justement. Et ensuite, on verra quels sont les différents tips. Donc rapidement, il y a eu un avant et clairement, il y aura un après confinement. C'est une évidence. Ceux qui ont prospecté avant et pendant ont vu que ça avait quand même pas mal évolué. Et aujourd'hui, justement, l'objectif, c'est de vous donner les best practices sur comment adapter votre stratégie de prospection pour qu'elle soit la plus pertinente possible par rapport aux grands comptes. D'accord? Donc, comment on va justement animer ce webinar. L'objectif, c'est d'être simple, précis, efficace. Donc, j'ai fait vraiment en trois parties. La première partie, ça va être vraiment sur quels ont été les différents changements. D'accord? Donc, comment on a vécu avant, pendant et après en prenant 2 prismes. Le premier prisme, celui des startups. Le deuxième prisme, celui des grands comptes. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de voir quelles ont été les différentes évolutions psychologique des 2 côtés et surtout quel a été l'impact au niveau de la prospection. En deuxième partie, on verra quels sont les différents besoins des grands comptes pendant, mais surtout aujourd'hui, ce qui va vous permettre de pouvoir améliorer votre stratégie de prospection et vous permettre de pouvoir être beaucoup plus efficient sur cette stratégie. Et en dernière partie, on verra du coup les tips. Quelles sont du coup l'approche en soft selling. L'approche en soft selling, c'est quelque chose qu'on martèle depuis le début chez Dreamcatcher Sales. On va pouvoir voir comment elle s'applique dans la nouvelle stratégie aujourd'hui de prospection. Par où commencer? C'est bien beau d'avoir effectivement un fond. Maintenant, quelle est la forme? Donc, comment on va prospecter des grands comptes d'un point de vue macro pour ensuite aller vers le micro et quel est le mindset à avoir. Et le mindset à avoir, je vais passer un petit peu de temps dessus parce que c'est excessif, enfin c'est très important, notamment sur ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochains mois. Pour commencer, du coup, l'état des lieux, on va faire un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé ces derniers mois, enfin c'est surtout ces 2 derniers mois, et on va, comme j'expliquais, on va le voir des deux prismes, que ce soit celui des startups et celui des grands comptes. Avant le 16-03, qui est la jolie annonce du confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, on voit l'Italie qui se confine, l'Espagne qui se confine. Là, au niveau des startups, il y a deux réactions qui ont été assez fulgurantes. La première, rapidement, on hard close tout ce qui devait être closé. On est en fin de process sur la majorité de nos cycles de vente. Vite, on hard close et on fait en sorte justement de pouvoir passer à autre chose. Et on fait du prévisionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas? Dans le pire des cas en termes de prospection, mais également en termes de finances. Mais bien évidemment, c'est lié. Et il y a une autre partie des startups qui ont dit non, l'épidémie va s'arrêter aux frontières. Ça m'a beaucoup fait penser justement à ce qui s'est passé notamment avec Tchernobyl. Non, mais le nuage atomique va s'arrêter aux frontières de la France. Et au niveau en fait des grands comptes, on a vu qu'il y a eu un ralentissement, voire un arrêt des négociations en cours. C'est-à-dire que sur plusieurs deals, on était quasiment en train de closer. Là, ça a été très brusque, très brutal. Et on a dit, OK, on arrête les discussions, on rentre en confinement. D'ailleurs, on a vu que la plupart des grands comptes sont rentrés en confinement à peu près une semaine, voire quelques jours avant l'annonce. À partir du moment où il y a eu l'annonce du confinement, donc le 16 mars,
on s'est organisé pour prospecter. Quand je dis on, c'est plutôt nous, donc Dreamcatcher Sales, et beaucoup de nos clients également ont fait cette démarche-là. Donc, on continue à prospecter. Et là, en fait, on a dû mettre en place, bien évidemment, plusieurs outils pour travailler en remote. On sait que la plupart des boîtes aujourd'hui étaient ou sont toujours d'ailleurs déjà adeptes du remote et ont déjà pas mal de process en cours pour pouvoir justement faire face à ce type de solution. Nous, en tout cas, on n'était pas adeptes du remote avant, on est devenu entre-temps et on a mis en place rapidement ces stratégies et ces outils pour pouvoir travailler sereinement. On continue à call et ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Ça fait mal parce qu'en réalité, en face, genre, il y avait zéro réponse. Il y avait zéro réponse, mais surtout un manque de visibilité totale de leur part. Ça m'a vraiment fait penser à lorsqu'on titille une fourmilière et qu'on voit toutes les fourmis qui commencent à partir à droite, à gauche, genre branle-bas de combat, mais on ne sait pas où on va. Parce que clairement, c'est inédit et on ne sait pas comment on va devoir gérer ça. Et nous, en tant que sales, lorsqu'on prospectait, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti et on a dû adapter justement notre stratégie de prospection au fur et à mesure grâce à ça. Et il y a une deuxième partie des startups qui était toujours pas remis de l'annonce. En fait, ça a vraiment fait un chaos. Les mecs en mode, OK, donc qu'est-ce qui va se passer? Je pense surtout aux boîtes qui sont dans l'EdTech ou dans l'événementiel ou dans la food tech. Ça a fait très très mal et les mecs ont mis un peu de temps à s'en remettre. Au niveau des grands comptes, eux, ça fait déjà une semaine qu'ils étaient en télétravail. Gel complet des budgets. Donc je dis gel des budgets et ça c'est important puisque on l'a dit pendant plusieurs webinars lors du confinement. En fait, c'était pas une crise, c'était vraiment un gel des budgets. C'est-à-dire que l'argent est là, c'est juste que pour l'instant c'est frisé. Donc comment justement on va faire en sorte de pouvoir passer en priorité pour pouvoir récupérer ces budgets-là. Et un état d'urgence en interne, qui est ce que j'appelle l'effet fourmi. Par un manque de visibilité, bien évidemment. Ensuite, donc du coup, avant l'annonce du déconfinement, donc le 13 avril, on teste énormément de stratégies de prospection, ce qui nous a permis de pouvoir comprendre qu'il y avait des stratégies qui devaient être sur différents canaux et les adapter au fur et à mesure des cibles qu'on avait en face. Donc, plus en fait on était proche du prospect, plus on travaillait directement sur du call directement ou sur de la mise en relation, et moins on était proche du prospect, plus on arrivait effectivement sur du LinkedIn, puis directement un call de qualification qui était très 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 léger, et on commençait à faire rentrer sur un cycle de vente doucement et de façon empathique finalement et un peu détourné, puisque l'objectif étant de ne pas être brutal pour éviter de se retrouver devant un mur. Et il y a une partie des gens qui ont pensé que le confinement était des vacances. Il y a énormément de boîtes qu'on a eues dans des webinars ou des office hours où les gars ne voulaient pas prospecter avant, ne comptaient pas prospecter pendant et se posaient la question de est-ce que ça va être pareil après? Donc en mode non, mais on a l'habitude que le business y rentre, donc du coup on va attendre qu'il revienne. Les amis, ça ne sera plus jamais pareil. Donc il va commencer à se mettre en ordre de marche pour pouvoir décrocher le téléphone et appeler. Pick up your phone and start dialing. Priorisation de la part des grands comptes, priorisation sur les sujets des investissements. Sur quoi on va investir et pourquoi. En gros, on commence à rentrer vraiment dans une logique des ROI. On a compris ce qui se passait, on sait quelque chose qui est inédit, mais on sait ou en tout cas, on va pouvoir avoir une prévision sur quel impact ça va avoir sur notre boîte. Ensuite, on a donné du coup les signatures uniquement en fait à des C-level pour éviter justement d'avoir différents budgets qui partaient ou surtout d'avoir des flux financiers qui n'étaient pas contrôlés. Ça c'était le plus gros problème au début. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comment osez-vous prospecter? C'est-à-dire qu'en fait, on a prospecté énormément au bout d'un moment et la démarche de prospection était très 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 mal vue, ce qui nous a permis de comprendre qu'il fallait réadapter notre stratégie de prospection. Ensuite, au niveau après le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, c'est là où pour nous, en tout cas et pour pas mal de secteurs, le business c'est réouvert. On a eu un regain d'activité. Pourquoi? Parce qu'en fait,
on avait une date. Et cette date-là a fait énormément de choses. C'est-à-dire que le 11 mai, ça nous a permis de pouvoir avoir une prévision, de pouvoir mettre en place. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup de boîtes se sont organisées pour être dans les starting blocks à partir du 11 mai. Donc, en fait, ont avancé dans leur cycle de vente. Donc, on avait plus de visibilité sur les besoins des cibles. Ça permet de pouvoir automatiser une grande partie de la prospection, d'accord. Et d'autres personnes étaient toujours en vacances. Mais ça, c'est encore autre chose. Par rapport, en fait, aux grands comptes, c'est-à-dire qu'au niveau des startups, c'est toute l'agilité, en fait, finalement, de la startup qui est test, learn, fix. On apprend, on modélise, on améliore jusqu'à ce que ça marche. Et une fois que ça marche, on modélise et on duplique. En face, ils étaient plutôt dans une optique donc de faire pas mal d'économies. Donc c'est là où en face, on n'avait plus vraiment de réponse. Pourquoi? Parce beaucoup de grands comptes ont demandé en fait à leurs employés de poser toutes leurs vacances et leurs TT. En réalité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque en juillet-août, ça veut dire qu'il y aura en fait une continuité du business. Donc, ce qu'on aura appris aujourd'hui, on va pouvoir continuer en juillet-août. La grosse crainte qu'on avait, c'est que il y avait les ponts de mai, puis en fait juin, les gens sont déjà en vacances. Juillet-août, c'est les vacances, ça reprend en septembre, mais septembre, on se raconte les vacances, et en fait le business reprend en octobre. En réalité, si vous vous remettez à prospecter ou si vous continuez à prospecter, le business est déjà repris. Donc, en fait, juillet, août, ça close. Ça continuera à closer. Et on s'est rendu compte que il y avait une tonne de cibles qui étaient beaucoup sur LinkedIn, soit pour du personal branding, soit notamment lorsque c'est des CEO, parce qu'ils donnaient justement pas mal de conseils, où ils donnaient leur vision sur leur secteur, sur leur marché, soit notamment sur les cibles C-level, ce qui nous a permis de pouvoir engager beaucoup de gens, notamment, et de pouvoir avoir des réponses qui sont de l'ordre de 80%. Et ce qui nous a permis derrière de pouvoir les faire entrer dans un cycle de vente. On relance tous les deals qu'on avait fait pré-confinement. Donc, comme je vous avais dit, en fait, on a préparé très tôt, en fait, la fin du confinement, même si ces deals-là ont été décalés d'un mois finalement, ils ont quand même dealé. Ça veut dire qu'on avait assez de visibilité pour savoir qui est-ce qu'on allait dealer, avec qui on allait closer, et comment on allait closer. Donc, ça nous a permis de pouvoir avoir une projection une projection avec les prospects sur les prochaines étapes jusqu'au closing. Et ensuite, on a modélisé et dupliqué et on a partagé surtout à l'ensemble de nos collaborateurs, mais l'ensemble de nos clients et surtout l'ensemble des personnes qui voulaient bien nous entendre à travers différents canaux qu'on avait, et notamment à travers Paris Senco et autres, et beaucoup d'accélérateurs, justement cette parole pour permettre à tous les sales de pouvoir justement reprendre la prospection. D'accord? Parce que c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'effectivement, les deals reprenaient et ça commençait à closer réellement. D'accord? De l'autre côté, donc au niveau des grands comptes, une démarche qui est beaucoup plus souple. D'accord? Au niveau de la prospection, c'est-à-dire je vous écoute, il n'y a pas de problème. C'est peut-être pas un besoin aujourd'hui, peut-être qu'on l'aura demain. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, en fait, on a été martelé de empathie. Donc, en fait, on n'est plus dans une démarche « Bonjour, j'ai ça à vous vendre. Est-ce que vous avez des besoins? Oui, non, merci, au revoir. » Il y avait toute une démarche enrobée de chocolat empathique qui permettait de pouvoir être beaucoup plus savoureux. Mais derrière, l'objectif étant d'avoir un bonbon, entre guillemets, en tout cas un cœur qui permettent de pouvoir lancer sur un cycle de vente et pas juste de faire de l'empathie pour faire de l'empathie. Hein, c'est cool de faire de l'empathie, mais au bout d'un moment, ça a ses limites. L'objectif étant de pouvoir toujours pareil, de pouvoir aller jusqu'au closing et de faire une vente qui est pérenne avec notre client. Des process de décision qui ont été mis en place et tout ça a été mis en remote. Donc ça veut dire qu'avant, faut se rappeler qu'ils sont passés de quelques personnes en remote à 5000 mecs en remote d'un coup. Comment on fait au niveau de nos process qui sont pas forcément tous digitalisés, d'accord? Comment on fait pour les process de signature? Ça a été mis en place et tout est fait aujourd'hui, pour la plupart en tout cas. Et peu de chances de revenir au bureau avant septembre. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, notamment à la Défense, il y a très peu de grands comptes qui vont revenir dans les tours avant, je pense, août, septembre, à mon avis. Donc, du coup, ils sont déjà mis dans une optique de comment je vais travailler à distance.
De notre côté, l'approche grand compte ne sera plus jamais la même. On a vraiment une approche maintenant qui est celle de l'inside, c'est-à-dire que je dois tout faire à distance et closer à distance. Donc, depuis la prospection, démonstration, suivi, négo, closing, tout ça à distance. Dans une logique française qui est, notamment dans les grands comptes, je veux vous voir pour pouvoir dealer. On a cette envie de voir les gens tout le temps là pour pouvoir dealer. Les inside sales, eux, ont cette particularité notamment de pouvoir savoir quand est-ce que c'est le bon moment de closer et de pouvoir faire tout le process de vente, tout le cycle de vente à distance. Comment l'adapter maintenant sur de la vente complexe? C'est toute une question. On est en train de travailler dessus. On commence à closer les deals initiés pendant le confinement et les besoins ensuite des grands comptes, ben, on va le voir dans les prochaines slides. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport justement à l'état des lieux? Alors, quid des bonnes pratiques et du closing à distance? Ça, c'est la première question que je veux dans le chat. Alors, il y a différentes méthodes. Ce que j'ai vu pas mal pour les boîtes qui font du SaaS, ils ont adapté en fait une stratégie un peu en freemium sur une petite partie de leur outil qui permettent en fait de pouvoir rentrer finalement le client dans un engrenage. Et maintenant, c'est devenu payant. Ou si vous avez besoin d'avoir plus de fonctionnalités, alors faut payer davantage. Et donc en fait, ça leur a permis de pouvoir rentrer surtout une tonne de prospects, convertir une partie, et ensuite ils ont mis effectivement toute une batterie d'inside sales ou de CSM pour pouvoir closer le reste. Bien évidemment, il y a une partie qui était là juste pendant le confinement et qui a plus besoin de la solution, mais ils ont quand même closé une bonne partie. Ça c'est le premier conseil, notamment qui marche beaucoup au niveau du SaaS, sans dévaloriser l'image de marque de la boîte, ni le produit, puisque genre on sait que la gratuité, ça dévalorise le produit. Donc c'est vraiment, encore une fois, donner la gratuité sur une partie du produit et faire payer le reste. Oui, donc oui, pour le freemium, très bien. Je parlais de la partie comportementale. Selon toi, y a-t-il des choses sur lesquelles jouer et créer du lien par rapport à ce qui pouvait se faire avant, comme un petit déjeuner classique ou une rencontre? C'est très marrant l'histoire de petit déjeuner. Il y a pas mal de boîtes qui ont surfé sur la Zoom party au début, notamment dans les mails de prospection. Notamment, c'est sur le 3e mail de prospection, les mecs ont dit ça. Ok, on n'arrive pas à savoir au téléphone, peut-être que genre un petit déj, on pourrait prendre un petit déjeuner en Zoom party entre nous, machin. Et ça a plutôt bien marché. L'objectif surtout, en fait, et c'est pour moi le grand intérêt de la prospection pendant le confinement, qui était une chance, qui était inopinée selon moi, c'est qu'on rentre un petit peu dans la vie perso de notre cible. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Et ils savent ce qui se passe également. Donc en fait, on crée un cocon tout en gardant bien évidemment une distance raisonnable entre guillemets, sans faire de blagues. Mais ça permet surtout de connecter davantage et de créer un lien de confiance derrière. Et ensuite, bien évidemment, on rentre sur de la démonstration. Et pour répondre, Ismaël, à ta question plus précisément, on le verra plus tard, mais en fait, on met très rapidement une projection des ROI en fait sur la solution par rapport à leurs problèmes. C'est la base. C'est-à-dire que notre solution va vous permettre de gagner tant de temps, tant d'énergie, tant d'argent. On va vous permettre d'économiser tant de temps, tant d'énergie, tant d'argent. En parlant à leurs besoins conscients et inconscients. Et leurs besoins inconscients, on les connaît puisque, en fait, les besoins inconscients sont directement ceux du présent, ceux qu'on voit directement en vidéo, en face-to-face. Mon besoin inconscient, c'est j'en peux plus de pas garder mon gosse et de pas travailler correctement. J'en peux plus de pas pouvoir travailler 100% de mon temps. Je suis pas assez productif. Comment je vais faire? Ou j'en peux plus, par exemple, pour un DRH, j'en peux plus de répéter 50 000 fois par jour à mes collaborateurs comment ça fonctionne le chômage partiel et comment ils vont se faire payer. Si j'ai une solution qui permet à ce DRH-là de lui proposer justement comment on va en un seul clic identifier toutes les personnes qui sont éligibles au chômage partiel et les prévenir directement et faire toutes les démarches auprès des administrations, c'est banco. On fait gagner un temps fou et donc du coup ça permet de se concentrer sur une autre tâche. J'espère que j'ai répondu à ta question. Autre question? Donc c'est de la même personne, avec le shift aussi du roi
Le ROI pour de nombreux C-level. Alors, je t'avoue que je comprends pas. C-level, ouais, en fait, c'est vraiment, oui, effectivement, en fait, et on le verra encore plus tard. Ismaël, tu as lu ma présentation ou quoi? Je comprends pas. Ismaël, il a prospecté pendant le confinement, c'est sûr. Oui, effectivement. Donc, la projection du ROI, on le verra tout à l'heure dans le mindset notamment à avoir, elle est maintenant indispensable. Parce que tout ce qui est nice, s'il n'y a pas de ROI, c'est du nice to have. Tout ce qui est nice to have, ça arrive en 20e position. Donc, projeter ce ROI et pouvoir le projeter avec des chiffres, c'est encore mieux. Auprès des C-level, bien évidemment, puisque en fait, aujourd'hui, le pouvoir de décision est donné essentiellement aux C-level. Okay. Alors, je vous rappelle, j'en profite aussi, excuse-moi Ariel, si vous avez des petites questions dans le chat, n'hésitez pas aussi, puisqu'il y a Vincent, donc 2 autres collègues, Vincent, qui sont présents sur le chat, qui peuvent répondre aux petites questions en direct sur le chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et comme vous le voyez, régulièrement, on fait des pauses pour revenir sur des points oralement avec Ariel. Voilà, cool. c'est un point. Il n'y a pas une Hélène qui a posé une question? Non, non, c'était un problème technique. On lui enverra l'enregistrement. Elle a des problèmes de son, donc pas de souci. Tu peux continuer. Nickel, let's go. Donc, du coup, les différents besoins des grands comptes. On va avoir quoi? C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ce que j'explique tout à l'heure, un gain de temps ou une économie de temps, d'énergie et ou d'argent. En fait, c'est les 3 seuls leviers qu'on peut actionner. Le reste, c'est du bullshit. Ça veut dire qu'en fait, toute votre prospection, tout votre pitch, toute votre approche doit pouvoir en fait être lié à ce gain de temps, gain d'énergie et ou gain d'argent par rapport à ces problèmes d'aujourd'hui et ceux qu'il aura demain. Oui, possible d'éviter les anglicismes, pas de problème. Full remote, ça veut dire tout le monde en télétravail, Patricia. Donc, l'objectif, il est vraiment là. Donc, comment j'arrive à accompagner mon grand compte, mon client grand compte, dans le gain de temps, d'énergie et ou d'argent. Et si ma solution ne répond pas à ça, alors c'est que, en fait, elle répond à rien chez moi. Et ça va être un nice to have. Donc c'est quelque chose qui est pas utile et rentable pour l'entreprise. Donc ça va être recalé au 10e rang. Les différents besoins des grands comptes. Donc maintenir une image de marque. Malgré en fait le confinement, on voit qu'ils continuent à réinvestir en fait en ad tech pour pouvoir justement en ad tech, donc tout ce qui est la technologie liée à la publicité. L'objectif étant de pouvoir garder cette image de marque et surtout pouvoir partager avec les futurs clients, les futurs consommateurs, comment la marque vit pendant et après. En gros, on n'est pas mort, les amis, on est encore là. Et donc, du coup, il y a un budget là-dessus, d'accord? Donc, comment j'arrive à garder un lien avec mon consommateur et à le faire partager l'image de la marque. La sécurité physique et IT. Donc, sécurité physique, tout le monde a compris, c'est la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, clairement, avant que les tours de la défense refonctionnent, ça va être assez compliqué puisque c'est une seule personne par ascenseur. Donc, quand il y a 5000 personnes à faire rentrer, faut se lever tôt. La sécurité IT, aucun grand compte était prêt à avoir 5000 personnes en télétravail du jour au lendemain. Donc, ça veut dire qu'ils ont dû ouvrir en fait des VPN un peu partout. Ils ont dû ouvrir en fait des réseaux un peu partout et ces réseaux n'étaient pas sécurisés. Donc aujourd'hui, justement, il y a énormément de solutions en cybersécurité qui se vendent dans différents domaines, bien évidemment, auprès des grands comptes. Maintenir un contact avec les collaborateurs, indispensable. Et c'est le rôle principal qu'ont eu les RH, notamment pendant le confinement. Et ce qui me fait dire que je pense que dans les prochains jours, dans les prochains mois, il va y avoir de plus en plus de besoins au niveau des RSE. Et également également des besoins par rapport à la mobilité. Quand on voyait hier que dès confinement, il y a déjà des gens qui sont collés les uns aux autres dans le RERD avec leur masque, ça ne sert à rien, d'accord? Donc il va devoir y avoir de nouvelles solutions qui vont être mises en place pour justement prendre soin des collaborateurs. Je pense notamment au covoiturage. Pour ma part, amener le covoiturage, c'est toujours plus sécurisé de partir en covoiturage que de prendre des transports, à mon avis. Enfin, ça, c'est mon humble avis. Sécuriser la productivité de la supply chain. Ça, c'est la priorité également numéro 1, c'est-à-dire que si je ne prends pas soin de mes fournisseurs et de la relation que j'ai avec mes fournisseurs, alors en fait, je mets en péril mon activité.
Et on voit, la première chose d'ailleurs qu'on fait les grands comptes, c'est tout de suite arrêter de prendre des nouveaux fournisseurs, revenir sur les fournisseurs qu'on a, arrêter de négocier des contrats, des avantages, tout ça, et justement s'assurer qu'ils vont rester en vie. Pourquoi? Parce que s'ils ne rentrent pas en vie, ça va coûter 2 fois, peut-être 3 fois plus cher de retrouver un, de remettre les process, s'assurer que la qualité est toujours là. Donc, valider et valoriser la productivité à travers justement les fournisseurs et la supply chain. Réduire les coûts fixes, ça c'est une évidence, et limiter la perte de CA, voire même aller en gagner davantage. Quand je dis réduire les coûts fixes, c'est on est dans une logique d'économie, surtout sur des business où on voit que genre c'est pas reparti, que ça repartira pas tout de suite. Je pense à Sodexo notamment ou à d'autres boîtes. Ça va être compliqué. Du coup, comment j'arrive à maintenir mon appareil productif sans dépenser davantage, d'accord? Et en gardant une ambiance qui est correcte. Et comment je limite la perte du chiffre d'affaires, ça c'est encore une autre question. Voir comment je fais pour en gagner, c'est encore une autre question. Mais c'est une question qui se pose parce que certains business sont en train de pivoter. Bon, alors, à la vitesse d'un grand compte, mais c'est en train de pivoter. Donc, les différentes sécurités, besoins en termes de sécurité. Donc, la transfo digitale forcée, l'exemple de Gaumont, il est flagrant. C'est hallucinant. Gaumont, aujourd'hui, donc toutes les salles, je pense que les salles de cinéma vont rouvrir peut-être les derniers. Ils sont en train de travailler justement sur une solution pour faire le lancement de films en streaming. Donc, ça veut dire, et sachant qu'ils n'avaient pas de plateforme, ils n'avaient rien. Et le digital, à l'époque, avant le confinement, le digital pour ce genre de boîte-là, c'était quand même assez loin, d'accord? Assez, voire très très loin, dans le sens où on faisait que du ticketing, quoi. C'est quasiment ça. Les fraudes sur les sites e-commerce. Le e-commerce au début a beaucoup été touché par des fraudes, notamment des sites qui étaient pas les bons ou des fake news, enfin plein de choses. Et ça, c'était assez compliqué au niveau de la sécurité. Des falsifications de nos domaines, il y en a énormément. Ça, c'était très compliqué. La mobilité et le respect des règles sanitaires, ça, c'est surtout pour aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, un des business les plus florissants, en tout cas ceux qui cartonnent en ce moment, c'est les mecs qui vendent des masques et les gens qui vendent également du gel hydroalcoolique, allergénique, enfin bon, en tout cas pour se désinfecter les mains. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, je parlais avec deux, trois boîtes dans ce secteur-là, ils ont ils ont modélisé plutôt le business model du SaaS pour l'adapter à ces marchés qui étaient hyper poussiéreux. Exemple, en fait, ils ont pris une borne, ils disent voilà, on signe sur 36 mois, on vous met du gel hydroalcoolique et on vient une fois toutes les 2 semaines vous en remettre. Et donc en fait, c'est du SaaS avec un mode SEPA très simplement et ça marche très bien. Télétravail, protection des réseaux et des données, ce que je disais tout à l'heure notamment avec le VPN, c'est un énorme problème parce que la majorité des données sont confidentielles. Et les majorités des VPN ne sont pas sécurisées. Donc du coup, en fait, c'est hyper important parce qu'ils savent pas aujourd'hui quelles sont les données qui ont été partagées et pas partagées, et à qui et comment et pourquoi et avec quel niveau justement d'intensité. Est-ce que ça a été beaucoup partagé ou pas? Ils sont encore dans le flou pour la plupart. Encore une fois, du coup, il y a beaucoup de boîtes en cybersécurité qui cartonnent en ce moment grâce à ça. Les cyberattaques, ils sont faits, mais ils sont fait plaisir comme jamais, les hackers. Donc, du coup, comment aujourd'hui et demain, on va se prévenir pour ça? Donc, ça, c'est toutes les boîtes dans la cybersécurité, encore une fois. Il y a un gros besoin. Et la gestion du PFR et de la trésorerie, ça, je pense que c'est la priorité numéro 1 en réalité pour les C-level, voire les présidents de grosses boîtes. C'est-à-dire que toutes les boîtes en fintech qui vont proposer justement des solutions qui permettent de préserver une trésorerie et d'avoir une gestion du BFR qui est parfaite, ou du coup également en RH, ça va être exceptionnel puisque la charge des RH, la charge du personnel est une des plus fortes dans certaines boîtes. Donc du coup, s'il y a des solutions RH, pour eux, c'est top. Petite information, du coup, le FMI prévoit une chute de 9,1% du PIB. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, il va y avoir des restrictions budgétaires. Donc, on va prioriser sur des dépenses qui sont must-have. La bonne nouvelle, c'est que les budgets vont être votés à peu près en septembre, généralement. Ça veut dire que faut être on doit être, en fait, dans les petits papiers d'ici là.
Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas prospecté avant, ben, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, sachant que les budgets, on ne va pas se mentir, ils vont être clairement en fait taillés. Donc, il faut faire attention. Les différents besoins en termes de productivité. Comme j'expliquais, la gestion des stocks et la maîtrise de la supply chain. Donc, toute la partie PropTech notamment, ça joue dessus. Tout ce qui est partie transport, supply chain, c'est indispensable. Avoir une bonne visibilité sur l'ensemble du process et limiter le nombre de fournisseurs. Ça, c'est quelque chose qui ressort énormément lorsqu'on interroge des grands comptes. Maintien de l'activité tout en supprimant des tâches récurrentes à faible valeur ajoutée. Donc ça, pareil, c'est le même exemple que je donnais tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup d'échanges avec des C-level de grands comptes ou avec peut-être des opérationnels pour comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Et ça va être indispensable si vous voulez prospecter parce que sinon, vous allez prospecter dans le vide. Vous allez prospecter avec des intuitions. Et les intuitions, c'est pas celle du marché. Donc, il y a une vraie démarche de je viens prendre une expertise parce que vous êtes le mieux placé et j'ai envie de comprendre comment ça se passe. Et bien évidemment, vous savez très bien que quand il y a un problème quelque part, généralement, il se répète sur les petits copains. Donc là, c'est comment justement je vais supprimer ces tâches qui sont récurrentes pour gagner des points d'efficience. Donc c'est le même problème que j'expliquais tout à l'heure avec les DRH en début de confinement, mais là c'est exactement pareil. C'est comment je travaille en télétravail, comment je fais valider en fait un document, comment. En fait, les gars répondent 50 fois à la même question, ils passent leur journée à faire ça. Donc, des solutions qui permettent de pouvoir gagner ce temps-là, c'est indispensable. Le gel des embauches et maintien de l'implication. Il n'y a aucune boîte qui va embaucher. Genre, c'est assez rare les boîtes aujourd'hui qui disent ouais, on a réouvert. D'ailleurs, c'est très simple. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait une semaine de journée, genre d'onboarding, et qui sont ratés à la fin de la semaine. On a tout gelé, on met fin à votre période d'essai, merci, au revoir. Et trouver des nouvelles sources de CA. Et c'est là que c'est très intéressant, puisque en fait, on se rend compte que soit il y a un petit pivot, soit en fait pas mal de boîtes qui avaient un marché qui était complètement pulvérisé parce que le confinement les a pas aidés, a permis en fait a permis à certaines spin-offs, certaines filiales de pouvoir monter sur ces marchés-là, prendre plus d'ampleur et justement gagner des nouvelles parts de marché sur des secteurs où ils n'étaient pas attendus. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que certaines boîtes qui avaient investi dans l'inno et qui avaient des innovations qui marchaient bien ont injecté d'autant plus d'énergie dedans pour pouvoir justement faire en sorte que ça marche de mieux en mieux. Et aujourd'hui, c'est le cas de pas mal de boîtes. Je pense notamment à EDF. Hop. Exceptionnel, suite à la chute du cours du pétrole, donc besoin de se transformer. Le PDG de Total a annoncé la semaine dernière une décarbonisation de l'entreprise à horizon 2050. En fait, ces informations-là, elles sont indispensables. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans la prospection, vous devez avoir une veille au plus haut niveau parce que les CEO, les présidents parlent. Donc du coup, en fait, s'ils parlent, ça veut dire qu'en dessous, ils vont mettre en application toute une série de décisions qui peut justement vous intéresser. Ça veut dire que si d'ici 2050, un groupe comme Total veut décarboner, c'est-à-dire qu'il y a une tonne de solutions qui peuvent leur être présentées, mais sous cet angle-là. D'accord? Donc, maintenant que vous avez une directive, vous avez un besoin, l'objectif, c'est de pouvoir, en fait, justement, savoir comment ce besoin va s'articuler et comment votre solution va pouvoir les aider à accomplir cette promesse-là. Le PDG de Total, il parle pas en l'air. Il peut pas annoncer une chose aussi grosse sans avoir un plan derrière. Comment vous pouvez rentrer dans ce plan-là? Et c'est également un moyen, donc on le verra dans les tips, de pouvoir faire du top-down. Donc passer de top-down, donc d'aller de haut en bas, c'est-à-dire d'aller sur le plus haut niveau de responsabilité pour qu'ensuite ils puissent dispatcher, notamment au C-level, qui vont eux également prendre la décision et potentiellement travailler avec vous en fonction de votre argumentaire. Les différentes questions que aujourd'hui se posent les grands comptes, et c'est les questions que je vous invite à vous poser lorsque justement vous allez travailler votre pitch avant de les prospecter.
comment comment augmenter ma productivité avec moins de moyens humains et financiers. Ça, généralement, c'est dans quel contexte? J'ai une boîte qui fonctionne bien, on n'a pas été tant touché que ça par la crise, je veux faire plus de marge, donc du coup, je veux réduire mes dépenses. Clairement, c'est ça. Comment je peux réduire mes coûts sans détruire mon appareil productif? Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai été touché par la crise, clairement. Comment je vais faire pour maintenir une activité, ou en tout cas, comment je vais faire pour pouvoir limiter la casse? Donc, ils ont du budget, mais ils vont pas le dépenser pour n'importe comment. Donc, il faut comprendre avant tout leur état d'esprit, comprendre leur secteur, comprendre comment ils ont été impactés avant de présenter votre solution. Comment je tiens mes objectifs avec moins de moyens? D'accord? Là, c'est pour les gens qui veulent rester, on va dire, ça n'a pas trop été infecté, mais ils vont pas dépenser cette année non plus. Donc, comment je peux faire pour garder cette courbe de croissance sans vraiment mettre à mal? Ils ont généralement des petits problèmes de BFR, ces gens-là. Quand est-ce que l'activité va reprendre? Ça, clairement, c'est le business des Big Four. Il n'y a aucune boîte, je me défie n'importe qui de pouvoir leur dire ça va être telle date. C'est clairement en fait la stratégie de prospection des Big Four aujourd'hui, c'est bonjour Monsieur le Président, nous allons vous mettre X consultants qui vont vous permettre de travailler sur comment redynamiser votre solution, enfin, votre stratégie, ce que vous voulez, et faire en sorte que ça remarche. Voilà. Donc clairement, le mec qui arrive aujourd'hui à dire ça, ça va être très compliqué. Par contre, il y a des solutions en amont. Je pense notamment à une boîte qui s'appelle GeoTrend, qui est une boîte de Airbus, qui permet notamment de faire la data visualization, à travers une tonne de données, qui va leur permettre de pouvoir avoir de la visibilité. Donc en fait, toutes les solutions data ou d'intelligence artificielle qui permettent d'avoir cette projection sur voilà où est-ce qu'on en est, voilà ce qui va se passer demain, c'est intéressant. Ça va les intéresser. Puisqu'en fait, n'importe quelle bribe d'information qui va leur permettre de pouvoir prendre une décision va être importante. Ils sont dans l'obscurité et aujourd'hui, ils sont plutôt en train de se regarder les uns les autres. Et quel budget et pour qui, comment je vais allouer mes budgets, ça dépend de vous en réalité. Ça dépend de vous et des priorités qu'ils ont. Mais clairement, comme je vous expliquais tout à l'heure, on va tailler dans les budgets. Donc, ça va être assez compliqué. À vous d'être assez réactif, proactif et très sharp, donc très pointu dans votre prospection pour faire en sorte que ils comprennent que votre solution en fait est indispensable s'ils veulent se relancer correctement. À son niveau, bien évidemment. Je pense pas que vous allez, j'espère, si vous avez la formule miracle, c'est top, changer toute la boîte. Mais si on arrive à le faire, si vous arrivez à leur dire, voilà, grâce à ma solution, vous allez avoir tel type de data qui va vous permettre de pouvoir prendre telle type de décision et gagner tant de temps, tant d'énergie, tant d'argent, vous gagnez énormément de points sur effectivement les budgets qui vont être alloués. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une question sur les tips, mais je pense que c'est très bien puisque ça va être ta troisième partie. Et pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Mais encore une fois, n'hésitez pas dans le chat si vous avez d'autres questions. Il est trop chaud sur les tips. Ok. Il y a rien d'autre au niveau du coup des besoins des grands comptes? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions au niveau des besoins des grands comptes, mais peut-être que les gens sont en train de les formuler intellectuellement avant que ça arrive sur le clavier. Dans le chat. Mais en tout cas, on pourra y répondre peut-être à la fin. Ah, il y a Mathias qui a une question. Ah, Mathias, on est prêt, on t'attend, on t'écoute. Mathias, il n'a pas de questions finalement. Je crois qu'on a trop parlé de Mathias. Alors, en tout cas, plusieurs personnes ont posé des questions par rapport à l'accès à la présentation. Donc, on enregistre et on pourra vous envoyer le lien, etc. Donc, ça, il n'y a pas de souci, on en reparlera à la fin. Voilà, pour les problèmes de son et autres, tout sera disponible. Donc, écoute, Mathias n'a pas encore formulé sa question, mais ce que je te propose, c'est de continuer, Ariel, et puis on y reviendra. Ah si, alors attends. Qu'en est-il des boîtes de prestations de services informatiques, par exemple? Et sur les ESN, sur les ESN, en réalité, c'est les premiers à avoir été touchés. Donc les ESN, c'est les SS2I.
donc tous les gens qui mettent des prestataires en fait en mission sur des solutions. Et en fait, en réalité, sur tous les projets Inno avec zéro ROI, ça a été coupé directement. Et sur tous les projets qui rentraient dans la dynamique finalement de décision du grand compte, donc généralement qui a été donné par le président, ça a été gardé. Donc, mais au début du confinement, il y a eu un énorme, enfin ça a été une hécatombe, hein. Au début, il y a une tonne de missions chez les ESN qui ont été coupées, sur les projets stratégiques qui pouvaient pas en fait être abolis, impossible. Voilà concrètement ce qui s'est passé. Et pour la stratégie de prospection, en réalité, généralement, c'est toujours pareil. Ce genre de boîte, ça signe des contrats cadres avec les gros comptes, donc ils sont référencés. Dès qu'il y a un besoin, ils se mettent en concurrence à 4-5 et ensuite, ça répond aux besoins le plus vite avec le profil qui est le plus pertinent. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a une tonne de profils IT. Ça va aider beaucoup de startups qui sont sur le marché et des profils qui sont à très forte valeur ajoutée parce qu'ils ont été bloqués. Il y avait une question sur, voilà, sur l'approche. Est-ce qu'on est toujours dans une approche liée à l'empathie? C'est vrai qu'on a beaucoup écrit de mails sans prendre des nouvelles. Voilà, est-ce qu'on en est toujours là ou pas? On va en parler. Alors, moi, j'ai deux trucs. L'empathie, en fait, c'est cool. C'est vraiment sympa, c'est sympa. Mais en fait, je pense que l'empathie, en réalité, c'est un peu comme, en fait, ça va au début, mais d'un moment, c'est une lourdeur absolue. C'est un peu comme, en fait, le nouvel an. C'est-à-dire que, en fait, c'est cool de dire les premières semaines, deux premières semaines, bonne année, bonne santé, toi, tes proches, blablabla. Mais quand tu arrives, genre, à la fin du mois, mec, ça devient gonflant au possible. Donc, en fait, ça a plus le même impact. Ça a plus du tout le même impact. Au début, c'est pris comme de l'empathie. À la fin, c'est devenu quelque chose de tellement courant que ça a plus la même valeur, même si pour vous, c'est de l'empathie. Donc, l'empathie, en fait, elle est intéressante. Elle a été très intéressante, en fait, surtout sur la période avant l'annonce du déconfinement. Après, on est revenu sur un business qui est très straight to the point, donc très direct. Voilà si j'ai bien compris votre situation, voilà ce qu'elle est, voilà quel type de besoin vous avez, voilà quel type de solution selon moi il vous faut, et voilà comment on peut l'accompagner avec une solution qui est clé en main et une visibilité pour aussi bien le grand compte que vous qui est totale. C'est-à-dire que je te prends par la main et on va travailler ensemble de façon pérenne parce que je vais, avec toi, sortir de cette situation qui est un peu compliquée. Et je le fais pas genre en claquant des doigts, je t'explique ça point par point. Donc on rentre justement, donc c'est pour ça qu'on va en parler sur le soft selling, on rentre justement sur une approche qui selon moi est empathique sur le fond. Sur le fond et aussi sur la forme finalement. Alors que l'empathie, on disait ouais, soyez empathique, soyez empathique. En fait, l'empathie, en réalité, au début, quand on a dit soyez empathique, c'est juste pour garder un contact. Et vous, comment ça va et machin. Mais si c'est juste ça, il n'y a pas d'intérêt. Et vous, comment ça va? D'ailleurs, j'aimerais savoir comment ça se passe chez vous. Comment vous arrivez à vivre ce confinement? Est-ce que vous restez toujours en contact avec vos collaborateurs? En fait, l'objectif, c'est de prendre un maximum d'informations sur comment ça se passe à l'intérieur du grand compte, ce qui me permet d'adapter et d'améliorer ma stratégie de prospection en conséquence. Market never lies. Donc, vous devez avoir les deux doigts connectés au marché pour savoir comment il avance. Sinon, en fait, vous gardez vos stratégies de prospection qui sont celles d'avant le confinement, qui n'ont plus du tout les mêmes avantages, enfin les mêmes impacts en tout cas, même impact. Rapidement, je vais descendre le soft selling, parce que c'est très important, c'est vraiment en fait la démarche qu'on doit avoir aujourd'hui. Oui. On reprendra les questions après, parce qu'il y a eu d'autres questions, pas de souci. Avec grand plaisir. Le sniping, en fait, moi, je suis plutôt sur de la qualité que de la quantité. Après, il y a deux écoles. Je préfère faire 20 calls et avoir 15 rendez-vous que d'envoyer 2000 mails et avoir, je sais pas, 20 mecs qui me répondent. Parce qu'en réalité, ça veut dire que les autres personnes peuvent plus me blairer. Mais donc du coup, là, davantage, on peut plus spammer les gens n'importe comment ou on peut plus les spammer du tout.
Donc, le sniping, c'est quoi? Avant même de décrocher ton téléphone, avant même d'envoyer un mail, vérifie si c'est le bon interlocuteur. Si c'est le bon interlocuteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que c'est la personne qui est décisionnaire? Et pour vérifier si elle est décisionnaire, tu dois vérifier si elle gère un PNL aujourd'hui. Donc, un profit and loss. Ça veut dire, en gros, si elle gère un budget concrètement et qu'elle anime ce budget-là. Ensuite, tu dois vérifier quel est le besoin de la personne. D'accord? Donc, on peut vérifier le besoin en amont. Et si on ne sait pas vérifier le besoin en amont, on peut appeler avec une demande d'expertise. C'est-à-dire, je suis expert dans le secteur de l'immobilier, je dis n'importe quoi. J'appelle une boîte dans l'immobilier, Vinci Immo par exemple. J'aimerais savoir, monsieur le directeur commercial ou monsieur le directeur marketing, vous qui êtes expert sur ce sujet-là, comment réagissent les groupes en période de crise? Est-ce que ça réagit bien comme ça et comme ça? Et si c'est pas le cas, comment ça réagit? J'aimerais bien avoir votre avis. En fait, on fait deux choses quand on fait ça. On vient valoriser l'ego d'une personne en lui demandant son avis, et qui plus est, elle a un peu plus de temps aujourd'hui parce qu'elle n'est pas en réunionite aiguë comme avant, d'accord? Et la deuxième chose, on vient lui proposer une idée. D'ailleurs, la vraie démarche est j'ai une idée, j'aimerais bien vérifier avec vous si elle est pertinente. Donc, du coup, en fait, il y a peu de personnes qui disent je m'en fous de votre idée. D'accord? Encore moins lorsqu'on est dans une démarche empathique. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va projeter un ROI. C'est-à-dire on ne peut pas dire j'ai cette solution, voilà comment elle fonctionne, est-ce que ça vous intéresse? C'est le dernier des. Enfin, on s'en fout. En fait, avant, ça avait un intérêt, parce qu'on s'intéressait de plus en plus à l'innovation. Aujourd'hui, on revient pas sur du basique, mais on revient sur quelque chose qui est factuel. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et encore une fois, une approche qui est sincère, empathique. Et quand je dis sincère, c'est important parce qu'il y a plein de mecs qui me disent ouais, empathique, blablabla. Mais sincère, c'est davantage. Ça doit être inné en fait. On doit avoir cette approche qui est je viens vraiment vous demander une information parce que mon intérêt, c'est de garder ce niveau d'expertise sur le marché qui m'intéresse ou qui me passionne, voire, et j'aimerais savoir comment vous, à votre niveau, vous faites. Et that's it. On n'est pas là pour vendre parce qu'en fait, en réalité, la démarche commerciale, elle va venir directement, elle va couler de source. Et vous faites quoi? Ah ben voilà ce qu'on fait. Ah ben voilà du coup comment je vais pouvoir comment adapter mon pitch par rapport à votre besoin. Bien évidemment, l'objectif c'est d'écouter, une écoute active. C'est marqué dans Customer Centric. Pouvoir adapter justement un pitch et s'assurer justement d'avoir une réponse qui est concrète, qui peut être positive. Ah oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas. Et pourquoi? Et le pourquoi, il est d'autant plus intéressant parce que ça va vous permettre d'améliorer votre pitch derrière. Mais encore une fois, si vous ne prospectez pas, cette info-là, c'est néant. Vous ne pouvez pas l'avoir. C'est vraiment ça, c'est vraiment market never lies. Le marché ne ment pas. Donc, il faut tester le marché et vérifier le marché. Mais il faut le tester avec une démarche qui est constructive, empathique et sincère. Customer centric. Du coup, on fait une offre qui est clé en main. L'objectif, c'est de pouvoir leur faire gagner du temps, d'accord? Et pas de les mettre dans un process qui est de plus en plus long avec 50 000 allers-retours. On doit vraiment avoir une expertise sur le sujet. C'est-à-dire qu'on doit avoir préparé en amont énormément d'informations qui permettent de pouvoir justement assurer que ce qu'on dit, c'est pas n'importe quoi et de pouvoir ensuite échanger avec la personne qui lui est un expert. D'accord? D'où l'intérêt d'avoir justement encore une écoute active avec l'ensemble des acteurs de ce même secteur. D'accord? Compréhension des enjeux du prospect. Encore une fois, quels sont les enjeux héroïstes, d'accord, à court, moyen et long terme. Toutes ces informations-là vont vous permettre de pouvoir construire votre pitch, identifier les objections et améliorer justement votre stratégie de prospection. Qui plus est, le remonter au market qui, lui, justement, va adapter son discours, son contenu pour pouvoir ramener un maximum de leads qualifiés par rapport à une problématique qui doit être précise. Très important. Et donc, un pitch personnalisé en fonction de l'interlocuteur, c'est une évidence. Un DRH n'avait pas et n'aura encore moins maintenant le même besoin qu'un directeur commercial. Du coup, on ne peut pas présenter la même solution avec le même pitch, puisqu'ils ont deux besoins différents, deux ROI qui s'attendent qui est complètement différent. Donc, adapter ce pitch en fonction de notre interlocuteur, c'est indispensable. On va voir d'un point de vue macro. D'un point de vue macro, en fait, on s'est cassé les dents si on allait directement chez les grands comptes.
La vraie truc, c'est ça. C'est-à-dire que soit on avait en relation déjà avec les grands comptes, et dans ces cas-là, on pouvait continuer à faire un boulot, ce qu'on appelle de CAM, qui est compte manager, donc chargé d'un compte en particulier et continuer à tirer les cordes, entre guillemets, pour pouvoir savoir qui est-ce qui sont les décisionnaires sur tel sujet et de faire des mises en relation. Soit on n'avait pas, et dans ces cas-là, en fait, on est allé de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on allait vers des structures qui sont beaucoup plus petites, d'accord, qui sont des business units ou des filiales de ces mêmes grands comptes, donc ce qui demande un mapping pardon, qui est considérable, mais un travail en amont que vous devez faire quoi qu'il arrive lorsque vous vous attaquez à un grand compte, pour dealer avec eux sur des cycles de vente finalement qui sont beaucoup plus courts, ou en tout cas récupérer un maximum d'informations sur comment on travaille lorsqu'on travaille avec vous, alors comment on travaille lorsqu'on travaille sur ce secteur-là, comment on travaille avec vous pour travailler avec le grand compte. En réalité, l'objectif étant de faire des quick wins avec chacune ou avec le maximum de business units et de filiales pour ensuite être référencé chez le grand compte. Donc c'est vraiment de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui permet en fait de gagner un temps fou, puisque en général, closer avec un grand compte, ça met entre 6 et 8 mois en fonction de ce que vous vendez. Closer avec une BU d'un grand compte qui a environ entre 200 et 500 personnes, vous avez directement les C-level qui sont les décisionnaires. Il n'y a pas 50 000 process pour donner un go-no-go, chose qu'il peut avoir chez un grand compte, et ça peut mettre moins de 3 mois généralement. Donc ça veut dire que vous divisez plus que 2 le temps. Et ensuite, plus vous faites des quick wins, plus ça vous donnera justement de poids pour aller voir le grand compte et négocier un contrat cadre avec eux. Ça, c'est ma vision. C'est comme ça que moi, je vois le business, en tout cas. Et encore une fois, c'est ce qui marche pour nous et pas mal de nos clients. La deuxième, c'est que attaquer toujours de 2 niveaux. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, faire du top-down. Le top-down, c'est aller taper directement le plus haut niveau, donc le président, mais on ne peut pas l'appeler n'importe comment. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir, on ne peut pas le prospecter n'importe comment. C'est-à-dire qu'on doit le prospecter par rapport à par rapport déjà à une information que lui a donnée et quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à la boîte, mais avec une proposition de valeur qui est mais énorme. Mais si elle est énorme, il faut qu'elle soit possible également, plausible pour vous, d'accord? L'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de raccourcir les cycles de vente parce que le CEO est en contact directement avec les décisionnaires au niveau du C-level, d'accord? Donc, ce qu'on appelle, nous, le middle management. Et donc, il va pouvoir faire une mise en relation directement avec ces personnes-là. Ensuite, on peut passer par les opérationnels. Aujourd'hui, les opérationnels ont plus du tout de pouvoir, hein. En ce moment, c'est très, très, très rare des opérationnels qui ont encore du pouvoir, mais eux également vont pouvoir remonter l'information directement au middle management. L'objectif, c'est quoi? C'est que lorsque le middle management entend parler de vous, il a entendu parler de vous des deux côtés, ce qui permet justement de pouvoir avoir un gain de confiance qui est multiplié par le nombre de personnes que vous avez contactées en réalité, et donc du coup, pouvoir accélérer le cycle de vente ensuite. D'accord? Attention, surtout à prendre avec des pincettes lorsque vous allez contacter un CEO. Si vous voulez contacter un CEO de grand compte, d'accord, ça prend du temps et vous devez apporter une grosse valeur ajoutée d'un point de vue pro, mais aussi perso. Et là, l'empathie est indispensable puisque, par exemple, lorsque en ce moment je suis en contact avec Gérald Carsanti, le président de SAP France. C'est hyper compliqué de l'avoir parce que c'est des gens qui sont hyper sollicités. Mais ce qui est important, c'est quelle est la valeur ajoutée que je peux lui apporter par rapport à lui et par rapport à lui personnellement et par rapport à sa boîte. Donc, ça veut dire que je dois également, et ça doit être sincère, encore une fois, partager une même vision que la sienne. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, tous ces influenceurs-là partagent leur vision. Choisissez des influenceurs qui ont la même vision que vous, ou en tout cas, vous avez la même vision qu'eux. Ça va dans les deux sens. Et ensuite, mettez en place une stratégie de prospection. Hop, on continue. Moi, le mindset que je propose, en tout cas que je donne à nos équipes, donc on prend zéro risque sanitaire. Ça veut dire quoi, zéro risque sanitaire? Ça veut dire dans la prospection, je veux que tout soit maintenant en visio. D'accord? On va limiter le nombre de rencontres, ça c'est une évidence et c'est important de le rappeler. On doit faire également un reset de l'ensemble des méthodes pré-confinement. Ça n'a plus rien à voir et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'on doit comprendre à notre niveau que ce qu'on faisait avant, c'est fini en fait. Toute notre démarche de prospection doit être remise en question
et quasiment quotidiennement. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'amélioration continue permanente. D'accord? C'est indispensable parce qu'on doit être très, 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 très efficace. Business is a game, toujours 2 coups d'avance. Alors, toujours 2 coups d'avance et surtout au niveau des outils. D'accord? Comment je vais prospecter un prospect que je ne connais pas ni dans ni dev. D'accord? C'est-à-dire que je sais que je vais commencer par une étape 1, une étape 2, une étape 3, une étape 4. En réalité, ce que je veux dire par là, c'est que processez votre stratégie de prospection et remettez-la en question également pour améliorer ce process. L'objectif étant de pouvoir raccourcir ce cycle de vente. Mais si vous faites tout à l'arrache, alors en fait, le résultat sera à l'arrache. Donc, très important de pouvoir avoir une démarche qui est hyper processée, mais processée, c'est également agile. Hein. C'est-à-dire que en 3, 4, 5 étapes, quel type de prospect rentre dans quel type de canal et à quel moment je décroche mon téléphone pour pouvoir avancer sur ce cycle de vente-là. Fixez-vous des objectifs pro et perso, c'est indispensable pour pouvoir avancer. Genre, j'ai pas envie de rentrer dans les délires de 50 000 personnes que 50 personnes peuvent vous dire sur la prospection. Pour prospecter, pour prospecter, mettez une image du loup de Wall Street. Pour moi, c'est du bullshit. Par contre, si vous fixez un objectif, là, en fait, ça vous atteint personnellement et vous savez pourquoi vous prospectez. Vous savez pourquoi, en fait, vous allez faire cette démarche de bien qualifier votre prospect avant de décrocher le téléphone, de bien vous mapper un compte, de bien s'assurer que c'est ce type de décisionnaire que vous voulez appeler et pas un autre. Et ça, en fait, moi, je pense, en tout cas, c'est mon avis, que c'est par les objectifs pro et perso que ça marche. Et des objectifs peuvent être réduits. Aujourd'hui, je veux faire 15 calls et je veux avoir 10 rendez-vous qualifiés. Comment je fais? Et à ce moment-là, une fois que j'ai le résultat, je trace en fait tout le chemin qui me permet d'y arriver. Important. Ma vision à moi, il y a 2 possibilités de vivre cette prospection. Soit tu subis la récession en espérant que cela va passer vite. En réalité, moi je pense que ça passera pas si vite. Soit tu transformes ce bouleversement économique en opportunité. Et souvent on dit ça, c'est-à-dire que derrière chaque problème, il y a une opportunité. Lorsque j'ai créé Good Morning, c'était en pleine crise. Il y avait plus de budget pour le catering, pour les traiteurs. J'ai créé la livraison de petit déjeuner B2B. C'était moins cher, c'était healthy et on pouvait commander la veille. Ça répondait aux besoins. En fait, en réalité, ce que je veux vous dire par là, c'est que les besoins, ils ont changé. Comprenez les besoins de vos interlocuteurs, adaptez votre solution s'il y a besoin d'adapter, mais surtout adaptez votre pitch pour qu'ils répondent à ce besoin-là. Et si vous n'avez pas cette démarche-là, alors moi, c'est mon humble avis, je pense que ça va être très compliqué dans les mois à venir. C'est mon humble avis. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, il y a plusieurs questions. On va en prendre une par une. Est-ce que c'est le bon moment pour relancer les prospects? Moi, je pense que c'est pas le bon moment. Le bon moment, c'était il y a à peu près 3 semaines. Donc oui, c'est le bon moment aujourd'hui. Voire accélérer sur la relance des prospects. Ouais. Et honnêtement, l'empathie là aujourd'hui, moi, il n'y a aucun mec qui m'a prospecté avec de l'empathie là. Genre, c'est straight to the point. C'est voilà c'est quoi ton besoin selon moi, voilà voilà ce qu'on propose, voilà comment on peut travailler ensemble, voilà quel est l'avantage de travailler avec nous et ce que ça peut t'apporter. Merci, au revoir. Et ça me va très bien. On est dans de l'efficience pure. Là, on rentre vraiment dans time is money. Ça veut dire que je sais à peu près où je vais, je sais que genre on va rentrer dans une période qui va être assez compliquée, et donc du coup, je bonifie mon temps pour qu'il soit le plus profitable pour moi. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? C'est ça la démarche. Alors, est-ce toujours pertinent de passer par les achats en cold selling? Donc, tu y as répondu, mais peut-être que tu peux reformuler directement. Moi, je pense que ça dépend des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, le besoin des achats, ça va être de pouvoir justement restreindre le nombre de fournisseurs, réduire les coûts et s'assurer que ça marche. Donc, ça dépend quel type de solution, mais si vous vendez une solution qui permet de pouvoir économiser des coûts, je pense que ça peut permettre, ça peut aider énormément de direction achat. Parce qu'aujourd'hui, c'est clairement eux qui vont prendre la décision finale.
et ça va être très, 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 très compliqué de les bypasser. Donc, c'est une bonne question, mais je pense que on doit, c'est toujours pareil, quel est le besoin d'une direction achat? C'est l'économie d'argent et l'économie de temps également. J'ai pas le temps d'aller sourcer Watt 1000 prestataires, je vais en travailler avec un, deux, trois, quatre, mais je veux une qualité de service qui soit premium pour un coût qui soit raisonnable. Comment je fais? C'est ça la réponse. Alors, tout à l'heure, tu évoquais la pertinence de proposer une offre clé en main, mais c'est vrai que tu parles d'un pitch adapté sur mesure. Donc la question, c'est peut-être voilà, l'offre clé en main versus la solution sur mesure. Jusqu'où on va dans le sur mesure? Voilà. Alors, mais le sur-mesure, ça veut pas dire que c'est pas du clé en main. Le clé en main, en fait, c'est quoi? Le clé en main, c'est juste psychologique. Ça veut dire qu'en fait, dans ma tête, c'est plug and play. C'est-à-dire que cette personne-là, je sais que si je deal avec lui, ça va dérouler derrière. C'est ça le clé en main, ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous vendez du SaaS, c'est effectivement du plug and play. Et si vous vendez du sur-mesure, ça doit être perçu comme du plug and play. C'est-à-dire que la personne doit se dire, ouh là là, je sais que lorsque je vais closer, ça va le faire, ça va dérouler. Et ça demande déjà une rigueur, ça demande un certain niveau de confiance qu'il faut créer et qu'il faut garder pendant cette relation commerciale. Et ça demande également une démarche que j'appelle une démarche consultative. C'est ce que font très très bien les consultants aujourd'hui dans les plus gros cabinets de conseil. C'est-à-dire que lorsque je vous démarche, je vous dis comment ça va se passer demain. Et donc du coup, en fait, tu arrives à sentir, si tu veux, que ben, ça va bien aller pour moi si je travaille avec lui. Et c'est ça aujourd'hui, en fait, qui va faire la différence entre un sales qui présente sa solution et un sales qui arrive à projeter sa solution dans l'avenir avec la boîte. Alors, selon toi, est-ce que les grands comptes vont allouer des fonds pour augmenter le bien-être de leurs salariés? Euh, voilà, comme les déj en télétravail, la garde d'enfants. Voilà. Alors, Est-ce ce que qui est le sûr, c'est contexte a que, changé? Est-ce que les dépenses ont changé chez les grands comptes en lien? ce qui est sûr, c'est que depuis en fait depuis le début du confinement, il y a eu un regain il y a eu un regain en fait du RSE. C'est-à-dire qu'en fait le RSE c'était un peu du nice to have et le RSE est devenu quelque chose de primordial à tel point que PSA annonce que dorénavant ils vont prendre des mesures pour que l'intégralité ou la majorité de leurs salariés soient en télétravail aujourd'hui, ce qui va permettre de faire des économies dantesques, notamment en termes immobiliers, en termes de oui d'immobilier qu'ils ont. Euh, donc le RSE, oui. Maintenant, est-ce que on doit avoir cette démarche de je viens vous proposer une solution pour pouvoir faire des déj entre collaborateurs? Non, je pense pas. Je pense que la démarche, elle doit plutôt être est-ce que est-ce que vous pensez que genre le fait de créer, de garder du lien entre les collaborateurs va vous permettre de diminuer le turnover, sachant qu'aujourd'hui, si votre turnover augmente, ça aura un impact forcément sur votre productivité. Parce qu'aujourd'hui, recruter un mec lorsque vous avez gelé des embauches et ensuite le former, ça va vous coûter combien? C'est ça là, le raisonnement. Vous voyez, en fait, il faut avoir un raisonnement qui est macro, qui est macro. Parce que si on raisonne micro avec la seule personne, ça aura aucun intérêt. Et avec surtout une solution qui est trop focus. Faut que la solution, elle puisse être perçue sur l'impact que ça va avoir sur le groupe. Et c'est vraiment une démarche de spin selling hein, qu'on va avoir. C'est-à-dire, lorsque vous avez A, combien ça vous coûte, lorsque je vous donne B et qu'on le fait de telle manière, combien vous allez économiser. Clairement, alors le spin selling, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans les grandes lignes, c'est ça, quoi. Question suivante. Est-ce le moment d'allonger la durée du freemium sur les solutions SaaS pour les prospects? Alors, dans tous les cas, normalement, le freemium, il doit être ce que j'appelle moi borné dans le temps, dans l'espace et surtout avec enfin pas l'espace, dans le temps avec des fonctionnalités. C'est-à-dire que on donne le freemium pour pouvoir créer. En fait, c'est l'offre d'appel, donc ce qui permet derrière de pouvoir rentrer dans un cycle de nurturing, donc d'élevage du prospect, pour qu'il puisse justement
être amené à prendre la version payante, d'accord? Donc, si on a tout fait gratuit, ça va être compliqué effectivement derrière de pouvoir lui dire bon bah maintenant ça passe payant. Maintenant, faut faire progressivement ou sinon créer plus de valeur derrière. Ça veut dire potentiellement plus d'accompagnement, plus de customer success, donc plus de service client, plus de fonctionnalités. C'est plutôt cette démarche-là à avoir selon moi. Sinon, ça peut être brusque et si ce qui est brusque, ben ça augmente en fait le churn. Donc les gens vont se désabonner très rapidement. Surtout qu'ils sont pas prévenus. Maintenant, s'il n'y a pas d'autre solution, commencez à les prévenir au fur et à mesure sur un mois avec une offre où ils économisent X euros s'ils s'abonnent avant le mois et de préférence en annuel. Par contre, c'est que sur un an, quoi. On est en train de limiter les charges. Alors, question suivante, c'est deux personnes différentes, mais finalement, je pense qu'on peut y répondre ensemble. Donc, la première question, c'est call puis mail ou mail puis call. Et la question suivante, c'est comment gérer l'objection? L'interlocuteur ne prend pas d'appel en direct, faites un mail. Ah, ça me fait mal. Alors, call plus mail ou mail plus call, ça dépend de la relation que vous avez avec la cible finale. Encore une fois, si vous voyez que il y a une relation, enfin, c'est déjà une relation avant le confinement, call puis mail. S'il n'y en a pas mail plus call, la meilleure aujourd'hui des prospections que vous pourrez avoir lorsque vous ne connaissez pas la personne, mise en relation. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un réseau qualifié sur LinkedIn, notamment pour voir qui est-ce qui est connecté avec votre, avec votre cible finale et pouvoir demander une mise en relation, toujours avec une valeur ajoutée derrière. Et petit tips, lorsque vous demandez une mise en relation, préparez le mail, suggérez-le à la personne qui fera l'intermédiaire, qu'elle puisse l'adapter à son discours et ensuite faire la mise en relation. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet de pouvoir lui faire gagner du temps, et deux, ça évite de faire le téléphone arabe et d'avoir une information qui se perd en cours de route. Qui plus est, c'est une information qui est très pertinente, voire indispensable pour cette mise en relation. Et donc, la deuxième partie de la question, l'interlocuteur ne prend pas d'appel en direct, faites un mail. Alors ça c'est souvent en fait le cas avec les C-level et les assistants de direction. Soit, clairement, moi, ce qui marche le mieux, c'est LinkedIn directement. On va directement contacter la personne sur LinkedIn en direct avec une grosse valeur, une grosse proposition de valeur. Généralement, en rebondissant sur un post qu'il a fait ou sur un commentaire qu'il a fait ou quelque chose en fait qui a un lien avec le professionnel, ou encore une fois, lui demander une expertise ou en lui demandant un peu de temps pour un mentoring. Ouais, on parle d'empathie. Je crois que j'ai jamais eu autant de temps avec des mentors que pendant le confinement. J'ai besoin de X minutes de ton temps pour pouvoir travailler sur ce point-là, sur ce point. Et les mecs ont pas de temps du tout normalement. Je les vois une fois par mois, une demi-heure, et c'est grandiose. En fait, dans la démarche d'empathie, les gens, ils veulent aider. Mais ils veulent pas aider un commercial. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir une démarche où derrière on doit leur donner une valeur ajoutée, où on doit valoriser également leur travail, leur ego et que ce soit quelque chose d'instructif, quoi. Donc pour répondre à ta question, moi je serais plutôt commencer par LinkedIn et si en fait la personne au téléphone qui est souvent assistant de direction ne veut pas, en fait, on peut quand même prendre un maximum d'informations. Parce que même si on n'arrive pas à avoir le rendez-vous, elle, la direction l'assistante de direction, elle est au courant de tout ce qui se passe. Donc ça veut dire que si on arrive à dire, bon, est-ce que vous pensez que tel type de sujet peut l'intéresser, envoyez-lui un mail. Mais est-ce que vous pensez que je veux être le énième mail qui va pas pouvoir gérer et passer pour un spammer? Non. Donc du coup, en fait, est-ce que vous pensez que ça peut être pertinent d'avoir tel type de solution pour lui ou tel type de sujet pour lui? Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse en ce moment ou pas? En fait, elle va pouvoir vous aiguiller, mais encore une fois, ça doit être fait dans une démarche, et c'est là, encore une fois, où je vais répéter que l'empathie, c'est important. Empathique, c'est-à-dire, est-ce que ça peut vous aider, vous, moi et votre manager,
ce type de solution pour tel type de besoin, pour tel type de projection ensemble. Oui, non. Pas bonjour, je vends des stylos ou je vends tel type de solution pour vous, je sais que ça peut vous intéresser. Bah non, vous ne savez pas, parce que eux, ils sont déjà sous l'eau. Et donc, du coup, ils vont vraiment, encore une fois, limiter leur temps à ce qui est le plus utile pour eux. Maintenant, si vous savez que c'est un sujet qui est important chez eux, parce que vous avez des informations ou parce que ils communiquent beaucoup dessus, alors dans ces cas-là, je pense que ça peut vraiment les intéresser. Ou peut-être qu'ils peuvent, elle est au courant de tout, donc elle peut justement vous mettre en relation ou vous transférer à d'autres personnes qui sont peut-être en dessous et qui traitent ce besoin-là et qui ont ce pouvoir de décision. Alors, dans le sens où les contacts sur LinkedIn ne nous sont pas toujours proches, il faut donc demander une mise en relation avec un bénéfice en retour. En tout cas, je constate que même les mises en relation via sa propre école de commerce ou autre n'est pas si simple que ça. Ok, good. Merci Ismaël de partager des informations. Moi, en fait, le problème d'une mise en relation, et c'est vrai, c'est qu'il y a une dette morale. Ça veut dire que derrière, ils vont demander d'avoir vous prenez le risque, on vous demande un même effort. Donc, à limiter et à vraiment prioriser en fonction des cibles que vous voulez attaquer, quoi. Ensuite, oui, il faut avoir encore une fois, tout dépend du réseau que vous avez. Si vous acceptez tout le monde sur LinkedIn sans vous engager et si vous ne faites pas le tri régulièrement, ça va être compliqué parce que généralement, en fait, votre type final est en contact avec X personnes que vous connaissez, mais il n'y en a aucune qui connaît vraiment. Donc, du coup, ça sert à rien de faire des mises en relation. Par contre, le plus important, c'est d'avoir un maximum d'informations sur la personne finale sans qu'elle-même sache que vous prenez des informations sur elle. Par rapport à ses besoins, bien évidemment. Il y a d'autres réseaux qui nous permettent de pouvoir le savoir. Moi, il y a un truc que j'ai adoré pendant le confinement, c'est Instagram. C'est hallucinant. Genre, le nombre de mecs qui mettent leur vie sur Instagram pour savoir leur passion, pour savoir avec qui ils sont, pour savoir comment ils le vivent. Hallucinant, hallucinant. Donc, du coup, en fait, on peut savoir beaucoup de choses avant même de mettre en place une stratégie de prospection parce qu'on sait sur quel levier on va pouvoir actionner cette stratégie-là et donc du coup maximiser le taux de retour en fait finalement. Alors, tous les dev sales et toutes les personnes qu'on a interrogées sur We Are Sales le disent, on doit en tant que pro commercial être les héros de cette relance-là. Ça veut dire que notre boulot à nous, ça va être de pouvoir remettre l'engrenage en route et faire en sorte que le business revienne progressivement. Mais si personne commence cette prospection à son niveau et remet en route la machine, alors en fait la machine elle va rester au point mort. Donc du coup, moi je pense que c'est notre rôle de sales de pouvoir reprendre la prospection, cette prospection qui est calibrée, qui est affinée, qui est maîtrisée, et de pouvoir justement aider les grands comptes à pouvoir justement remonter leur chiffre d'affaires, gagner plus de temps, gagner plus d'énergie, maintenir la productivité, gagner en sécurité, tout ça, et donc relancer par définition l'économie grâce à notre travail. Donc ça c'est mon état d'esprit perso et celui de pas mal de gens à mon sens. Question bonus qui est arrivée juste sur le fil. Est-ce que tu as un conseil d'outils pour rassembler les informations sur une personne, sur un prospect? Ah, c'est marrant. Il y avait un gars qui était venu me voir, j'en peux plus son prénom, qui avait présenté ça, qui s'appelle Brigitte.io. Brigitte parce que c'est le nom de la femme du président. Et c'était ça. En gros, chaque fois que vous avez une information, vous le rentrez dans Brigitte.io qui est connecté directement en fait à votre CRM et du coup qui va permettre de pouvoir rentrer le maximum de data dessus. Et lorsque vous serez en mode de prospection, vous permettre d'améliorer justement votre stratégie de prospection, en tout cas d'avoir un maximum d'informations, d'arguments sur votre pitch. Voilà. Sinon, votre CRM de base, quoi. Votre CRM de base. Et c'est là, en fait, encore une fois, où je le répète, le CRM est indispensable. Data, 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 data. C'est-à-dire que là, en fait, la moindre information peut faire la différence entre vous et notre personne. Donc, prenez cette information, marquez-la
et valorisez-la dans votre pitch. Indispensable. Et Voilà. peut-être un outil de CRM que toi tu utilises ou que tu recommandes? Je vais vous donner les trois les plus utilisés. Il y a bien évidemment, alors moi, celui que j'aime, qu'on a ici chez Dreamcatcher Sales avant notre ERP, c'est Pipedrive, qui est pas mal, hein, c'est drag and drop, c'est assez facile. Il y a bien évidemment, il y a HubSpot, qui est très 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 bien. Il y a Salesforce qui est aussi très 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 bien, mais peut-être un petit peu trop compliqué ou peut-être oversizé pour certaines personnes et un peu cher également. Donc, faut juste voilà choisir le CRM qui vous va bien en fonction de là où vous en êtes et le type de business que vous avez, quoi. Genre, si vous êtes, en tout cas, si vous n'avez pas de process commercial encore, prenez pas Salesforce, ça va vous coûter une tonne. Prenez plutôt HubSpot ou Pipedrive. Il y en a d'autres, il y a Zoho CRM, il y en a d'autres. Hein. Je donne juste les trois qui sont les plus utilisés qui sont assez faciles à mettre en place. Super, bah, un grand merci Ariel pour cette dernière réponse. Merci Un beaucoup à grand toi. merci pour ton webinaire. Un grand merci à toutes les personnes connectées. Là, les gens se déconnectent petit à petit. Et en tout cas, vous avez été présents 1h24 sur un webinaire, ce qui est pas mal du tout. Donc, merci pour votre présence. Merci pour votre implication. Merci Ariel. Merci et merci à tous. Merci à toi, Juliette. Merci de m'avoir donné la parole là-dessus. J'espère que genre vous arriverez à vous remettre dans le bain. J'espère que vos boîtes vont bien. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien. C'est cool. Et surtout, si vous avez la moindre question, envoyez-nous un message.